Bonjour. Donc, je remercie chaleureusement la commission paramédicale de m'avoir convié à parler sur les particularités pédiatriques de la ventilation mécanique. Alors, j'aurais pu faire une présentation en déclinant la manière dont on ventilait les patients, mais ce n'était pas très intéressant. Donc, j'ai fait un choix qui était de vous parler de deux aspects de la ventilation mécanique en pédiatrie. La CPAP qui s'intéresse aux nourrissons et aux nouveau-nés, et puis la ventilation conventionnelle en parlant essentiellement de la ventilation par oscillation. Alors avant ça, c'est pas pareil en effet de ventiler des enfants qui sont petits et des adultes pour de nombreuses raisons, mais notamment sur les particularités anatomiques de ces enfants. Vous voyez sur cette diapositive, proportionnellement, la tête de l'enfant est plus grosse que celle de l'adulte par rapport à son corps, avec une langue qui est plus volumineuse, une orientation des voies aériennes qui est différente, avec notamment une épiglotte qui est plus allongée, et une forme de trachée qui est pas du tout cylindrique chez l'enfant qui est petit, vous le voyez ici. Donc on a chez l'adulte, vous le voyez là, je ne vais pas dire que c'est facile d'intuber un adulte, hein, c'est sûrement pas ça que je veux dire, mais on a une visibilité qui est tout à fait différente de ce qu'on voit chez le plus petit. Vous voyez ici une glotte de nourrisson, hein, avec des aryténoïdes qui sont beaucoup moins volumineuses et avec un orifice glottique qui est beaucoup plus petit. Et le positionnement sur toutes ces voies aériennes est assez différent, vous le voyez. La partie la plus étroite de la trachée se trouve au niveau du cricoïde et non au niveau des cordes vocales. Et ça conditionne pas mal à la fois les techniques et les outils qu'on va utiliser pour ventiler les enfants qui sont les plus petits. Un autre élément de la particularité de la pédiatrie, c'est que ce n'est pas pareil pour un enfant quand on a des difficultés respiratoires. Ce n'est pas pareil pour le petit et pour le grand. Vous le voyez sur cette diapositive, l'œdème muqueux chez un enfant va très rapidement obstruer l'ensemble de la voie aérienne et entraîner des difficultés respiratoires importantes, ce qui ne va pas être le cas chez l'adulte. Donc vous voyez ici, hein, dès qu'on a un œdème muqueux dans la trachée, eh bien non seulement il y a une augmentation des résistances qui est considérable, mais on a une filière respiratoire qui est beaucoup plus réduite que chez l'adulte. Alors tout ça, ça conditionne à la fois les techniques de ventilation, le matériel et aussi les choix d'intuber ou ne pas intuber un enfant. Dans le matériel, je ne vais pas m'étendre dessus, mais en effet, les outils qu'on utilise chez l'enfant sont très différents. Chez le nouveau-né, on aura la possibilité d'utiliser des sondes, notamment chez le bébé prématuré, qui sont des sondes d'intubation avec un canal latéral. Ce canal latéral que vous voyez ici avec un petit bouchon, c'est un canal qui permet d'adresser du surfactant, donc un produit qui permettra de traiter la maladie des membranialines. Alors, c'est presque désuet comme topo parce que de plus en plus aujourd'hui, en fait, on n'intube plus les nouveau-nés. On va s'exposer avec un laryngoscope, on va prendre une sonde d'aspiration gastrique et on va mettre cette sonde, passer cette sonde, mettre le surfactant, puis sortir la sonde et laisser l'enfant en respiration spontanée. Donc, on le fait encore, hein, ça existe, mais ça devient de plus en plus rare. À côté, je vous ai mis une sonde à ballonner. On utilise de plus en plus ces sondes à ballonner chez l'enfant petit. Les sondes à partir de la taille 3 peuvent avoir un ballonnet et ça devient maintenant recommandé chez l'enfant petit d'utiliser le ballonnet. Et puis de temps en temps, on a des situations, je ne sais pas si ça se voit bien là, mais on a des situations où on utilise des sondes armées, mais ça c'est rare. En anesthésie, ils le font assez souvent. Parfois, on le fait aussi chez l'enfant un peu plus grand, mais c'est du coup beaucoup plus rare et ce n'est pas sans poser de soucis parfois, notamment pour les examens complémentaires. Je ne m'étends pas non plus sur les tailles des différentes sondes. Il y a plein d'outils pour dire quelle taille il faut pour quel enfant. Vous avez des tableaux comme celui que vous voyez là, où on va vous dire chez l'enfant très petit, c'est une sonde de 2,5, lorsqu'il fait plus d'1,5 kg, c'est une sonde de 3, etc. Donc il y a des abacs, c'est facile à trouver, on peut les trouver n'importe où. La particularité, c'est qu'on utilise chez le plus petit jamais de sonde de 2, bien qu'elle existe, parce que cette sonde de 2 est trop petite et son canal interne est trop petit et ça se bouche. Donc, parfois, ça arrive en rescue de mettre une sonde de 2, mais il ne faut pas la laisser, il faut trouver un moyen pour changer cette sonde et mettre une sonde plus grosse. Alors, soit on a des tableaux comme ça, soit on a des formules. Donc, on utilise ces formules, voilà, qui sont valables chez l'enfant de plus de 1 an. Chez l'enfant de moins de 1 an, ça ne fonctionne pas. Et donc là, je suis sur 4 plus 4 avec sans ballonnet et plus 3 avec ballonnet. Donc, ça nous permet d'avoir une idée. Certains disent qu'il faut regarder le petit doigt de l'enfant, et le petit doigt de l'enfant, c'est la taille du diamètre interne de la sonde.
Bon, c'est assez approximatif quand même, si on peut avoir une idée. Puis quand on va intuber, choisir d'intuber un patient, enfant, on va prendre généralement une demi-taille en dessous, une demi-taille au-dessus. Et si on choisit d'intuber avec une sonde à ballonner, si on avait prévu une sonde d'une certaine taille, on prendra une demi-taille en dessous pour une sonde à ballonner. Chez les enfants de moins de 1 an, finalement, il n'y a pas de règle. Donc, on a des habitudes de travail qui font qu'on va utiliser des sondes de 2,5 chez les enfants tout petits, de moins de 1,5 kg. Et puis ensuite, des sondes de 2,5 à 3, entre 1,5 kg et 2,5 kg. Et puis, plus de 3 après 1,5 kg chez les bébés à terme. La profondeur d'insertion aussi, évidemment, elle se valide sur l'observation directe du passage de la sonde entre les cordes vocales. Mais là encore, alors en pédiatrie, on a plein de formules. On est content parce qu'on peut donner des formules. Donc on a en effet des formules qui nous permettent de dire si on intube par le nez, si on intube par la bouche, si l'enfant est petit, si c'est un nouveau-né ou si c'est un nourrisson ou un enfant plus grand, on peut positionner la sonde à une profondeur et puis de toute façon on va faire la radio pulmonaire et on va vérifier la radiographie pulmonaire. Alors c'est vrai parce que tous les enfants n'ont pas la même anatomie malgré tout et même si on a des grandes règles qui sont posées, il faut vérifier toujours la position de la sonde qu'on va placer sur la radio au bord inférieur de T1 ou bord supérieur de T2. Donc là, vous le voyez, chez le nouveau-né, c'est une habitude. Le nouveau-né, c'est poids plus 7 par le nez ou poids plus 6 par la bouche. Les habitudes de travail en France, c'est souvent d'intuber les nouveau-nés par le nez, mais les anglo-saxons intubent par la bouche. Ça ne pose pas de problème particulier. Il n'y a pas plus d'extubation par la bouche que par le nez. Voilà. Il y a plus de mobilisation de la sonde, mais en même temps, il y a moins d'escarres narinaires par la bouche. Ça, c'est évident, je ne vais pas vous le prouver. Mais il y a des avantages et des inconvénients à utiliser ces deux types de techniques, mais c'est une habitude, disons, française d'intuber les nouveau-nés par le nez. Quand est-ce qu'on met un ballonnet chez l'enfant? Eh bien, on met d'abord de plus en plus un ballonnet. Alors, à la fois parce qu'on veut s'assurer d'une ventilation efficace lorsque l'enfant a une maladie respiratoire très sévère. Donc si on doit intuber un nourrisson qui a une coqueluche, une bronchiolite, pour les rares qu'on intube et qui ont une bronchiolite, on va mettre un ballonnet. S'il y a une pneumopathie sévère, un SDRA, on va mettre un ballonnet. Et c'est recommandé aujourd'hui de mettre un ballonnet parce que ça protège aussi des micro-inhalations, comme chez l'adulte, même si on a longtemps pensé que les sondes, finalement, c'est un cylindre à l'intérieur d'un cylindre, donc du coup, il y a une bonne congruence entre les deux. On sait qu'il y a beaucoup d'inhalations et de micro-inhalations chez les enfants et qu'il est de bon ton maintenant d'essayer de protéger les voies aériennes avec une sonde à ballonnet. Mais si on met un ballonnet, alors il faut monitorer. Et ce monitorage doit être assez drastique parce que le risque, c'est d'avoir des ballonnets qui sont trop gonflés et qui risquent d'abîmer la trachée, qui est une muqueuse extrêmement fragile, avec des pressions de perfusion capillaire qu'on connaît et dont on doit être en dessous. Donc il faut monitorer. Alors on a des manomètres qui se branchent sur la sonde et sur le ballonnet et on dit qu'il faut être dans la zone verte, entre 20 et 30 cm d'eau. Et ça permet là d'avoir à la fois de s'assurer d'une bonne étanchéité et en même temps de ne pas prendre de risques pour l'enfant. Mais vous voyez, c'est un monitorage qui doit être quasiment horaire. Alors cette ventilation, je vous ai dit, il y a deux types de ventilation, la ventilation non invasive et la ventilation invasive. Sur la CPAP, j'ai choisi de vous parler de la CPAP parce que c'est quelque chose qu'on utilise souvent. Donc on utilise deux types de ventilation non invasive chez l'enfant, la CPAP et les lunettes à haut débit. La CPAP, vous le voyez, finalement, il y a un générateur de débit qui va adresser un débit au nez de l'enfant et ce débit va produire une PEP qui est mesurée parce qu'il y a une ligne de pression, alors que les lunettes à haut débit, finalement, c'est un générateur de débit aussi, c'est de la FiO2, mais c'est une ventilation avec une fuite et même si certains disent qu'il y a un effet PEP du débit, c'est discuté. Donc il y a surtout une très grande pratique à utiliser les lunettes à haut débit. La CPAP, c'est sûr que ça marche. C'est sûr que ça marche dans le sevrage de la ventilation conventionnelle et dans la ventilation pour éviter l'intubation. Donc il y a des choses qui sont bien prouvées. Ça améliore l'oxygénation, le travail respiratoire. Ça va améliorer le recrutement alvéolaire. Ça diminue les shunts intrapulmonaires. Ça permet de ventiler des zones qui ne sont pas ventilées. Mais il y a des risques non négligeables comme pneumothorax, des risques aussi de surdistension gastrique. Et c'est un élément majeur dans la distinction entre lunettes à haut débit et CPAP, c'est les lésions cutanées. Et ça fait la différence souvent dans les équipes pour utiliser plutôt l'un ou l'autre, alors que la non-infériorité des lunettes à haut débit n'est pas à ce jour aussi claire que ça. Donc vous ne m'entendrez pas dire les lunettes à haut débit, c'est équivalent à la CPAP. Je ne dirai pas ça parce que je ne le crois pas.
Donc ça, c'est juste pour vous montrer qu'il y a beaucoup d'études qui sont faites et que ces études montrent que ça marche en sevrage de la ventilation mécanique, c'est efficace. Et pour éviter d'intuber les enfants, il y a une étude, nous, qu'on a souvent en référence, qui est l'étude de Sandrine et Souris, qui travaillait au Kremlin-Bicêtre, qui a montré, vous le voyez ici sur cette image, que la CPAP, ça permet de diminuer le travail respiratoire. Hein, vous voyez, ça c'est les pressions qui sont exercées, ça c'est les pressions mesurées. Et donc la CPAP diminue le travail respiratoire et permet également, avec une... Ça c'est le travail respiratoire, c'est les pressions transpulmonaires. Ça permet, vous le voyez ici, avec un niveau de PEP qu'on chiffre à 7, de diminuer le travail respiratoire et d'avoir une efficacité sur la ventilation de l'enfant. Donc on utilise ça. Après ces travaux-là, on peut dire qu'on n'intube quasiment plus de bronchiolites, sauf quand elles sont sévérissimes. Les lunettes à haut débit, vous voyez ici la courbe rouge. Cette courbe rouge, elle vous montre à partir de 2002 l'augmentation des lunettes à haut débit. Alors c'est vrai, c'est pratique, c'est très facile à installer. Pour certains qui sont convaincus, souvent comme ça en médecine, je suis convaincu que ça marche, donc je vous dis que ça marche et il faut en faire. Pour eux, il y a un effet PEP et c'est aussi efficace ou non inférieur à la CPAP. Alors oui, c'est vrai, quand on regarde la Cochrane, vous savez, c'est des études qui font des méta-analyses, hein, qui concentrent beaucoup d'études, eh bien, en effet, on a l'impression que dans, en tout cas, le fait d'éviter de réintuber les patients, eh bien ici, c'est en faveur des lunettes à haut débit. C'est ce petit losange que vous voyez là. C'est en faveur des lunettes à haut débit. Mais alors, quel est le biais dans ces méta-analyses? C'est que la grosse étude de Manley ici, c'est-à-dire 151 patients, c'est cette étude-là où il dit en effet, quand on a le groupe CPAP, on a 32 échecs. Quand on a le groupe lunettes à haut débit, on a 52 échecs. Donc finalement, il n'y a pas de différence. C'est une non-infériorité. Mais quand même, quand on regarde comme ça, il y a 33% de plus d'enfants d'échecs d'extubation. Alors, il n'y a pas de valeur statistique montrée, mais c'est quand même 33% de plus. Et c'est parmi ces enfants qui ont finalement échoué aux lunettes à haut débit, la moitié sont passés en CPAP. Donc ça, il faut aller creuser un peu les études pour se dire, ah ben oui, il y a une non-infériorité, c'est vrai, donc c'est pareil. Ben non, c'est pas tout à fait pareil quand même. Hein, c'est ça l'idée du message que je vais vous faire passer. Et ça, c'est pour les lunettes à haut débit. Par contre, il n'y a pas d'ambiguïté sur le fait que les lunettes à haut débit améliorent de manière significative le confort de l'enfant et diminue les lésions cutanées. Donc oui, il y a une place aux lunettes à haut débit, mais est-ce que ça remplace la CPAP? Moi, j'en suis pas convaincu, mais je ne vais pas être démagogique, je ne vais pas vous dire il ne faut pas en faire. Non, mais je pense que ça mérite d'être adapté à chaque enfant. Sur la ventilation par oscillation, je vais aller assez vite parce que c'est une technique de ventilation qui est assez ancienne finalement, qui répondait à des exigences pédiatriques de volume courant qui étaient trop élevés. Donc on s'est dit on va essayer de ventiler les patients avec des volumes courants plus petits. Donc ils ont fait les premières études chez le chien et ils ont compris qu'on pouvait remplacer le volume par la vitesse. Donc en accélérant très très vite la fréquence, on remplace finalement le volume pour la vitesse. Ça c'est les outils qui permettent de faire de l'HFO, je passe. Les techniques de physiologie sont un peu complexes, mais l'idée c'est que les fréquences vont être à 100, 200, 300 par minute. Et le déplacement de l'air est tellement rapide qu'on va avoir une répartition de la ventilation qui permet de se passer de volume courant important. Alors comment ça marche? Là je passe, vous voyez, ça c'est la pression moyenne. Donc on règle une pression moyenne et puis autour de cette pression moyenne, il va y avoir une oscillation de la machine en pression et la capacité que va avoir la machine à chasser le CO2, c'est l'air sous la courbe ici, comme en ventilation mécanique. Donc pour pouvoir faire varier cet air sous la courbe, on a deux possibilités. Soit on augmente la différence entre les deux, soit on fait varier la fréquence. Et en faisant varier la fréquence, vous voyez là, si j'augmente ici en gardant la même fréquence, j'augmente mon air sous la courbe. Donc si mon delta P augmente, je chasse mieux le CO2. Et par contre ici, si je vais diminuer ma fréquence, je vais aussi élargir mon air sous la courbe. C'est la particularité de cette ventilation, c'est-à-dire qu'à l'inverse de la ventilation mécanique conventionnelle, lorsque je diminue ma fréquence, je chasse mieux le CO2, alors que dans la ventilation conventionnelle, lorsque j'augmente ma fréquence, je chasse mieux le CO2. Donc c'est une subtilité liée à la physiologie de cette technique ventilatoire. Donc vous le voyez là, l'oxygénation, c'est la pression moyenne et la FiO2, et la CAPNI, c'est cette variation, le delta P et la fréquence. Donc ça, c'est, vous voyez, plein d'études qui ont été faites en néonat, en pédiatrie, pour montrer l'intérêt de la ventilation par oscillation. Et finalement, c'est en rescue en néonatologie. Il n'y a pas de preuve que ça améliore le pronostic des enfants, et en pédiatrie non plus. Certains font chez le nouveau-né dans les hernies diaphragmatiques en première intention, et ce n'est pas
les études ne sont pas suffisamment puissantes pour dire que c'est comme ça qu'il faut faire. Alors, la conclusion est assez simple, hein, finalement. Il faut bien connaître son matériel. C'est sûr que c'est une population à part. Ça renvoie à l'idée que peut-être, même au sein de cette population de pédiatrie, eh bien, la néonatologie et la pédiatrie est différente et que peut-être il faut spécialiser aussi les équipes. Donc, je suis plutôt partisan de dire que pour être meilleur, il faut probablement qu'on fasse soit de la pédiatrie, soit de la néonatologie, mais pas les deux. Et certaines études commencent à aujourd'hui montrer qu'il y a une mortalité plus importante dans les réanimations qui sont mixtes que dans les réanimations qui sont spécialisées. C'est vrai qu'on vise la moindre invasivité, tout le temps. Les pédiatres, ils sont véhiculés comme s'occupant des petits-enfants qui sont malades. Hein, voilà, donc, mais en même temps, on est des réanimateurs. Et donc, il faut poser des indications qui sont extrêmement claires sur cet enfant nécessite d'être intubé et ventilé. Donc, on ne tourne pas autour du pot. On ne se dit pas que la sonde va lui faire mal, que ça va être compliqué. Que, voilà. Il faut l'intuber, on l'intube. Et d'un autre côté, tous les critères d'extubation sont réunis. Donc, on extube ce patient parce qu'il ne doit pas rester avec une sonde pour un temps qui est trop prolongé. Je vous remercie.